Il est ouvert ce mercredi à Lomé un atelier de restitution des résultats de l'audit réglementaire et de la cartographie du commerce des services. Cet audit a été demandé dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale ZLECAf. Le commerce des services a une importance dans les échanges internationaux. Les services contribuent beaucoup au PIB. Chez nous au Togo, les services contribuent pour environ 40% du PIB. Malgré cette importance qui est reconnue aux services, on constate que certaines mesures sont incorporées dans les lois et réglementations qui restreignent la fourniture ou la consommation des services. Même la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, les États ont reconnu que ces mesures ne sont pas nécessaires. Alors les États se sont engagés à libéraliser ou à supprimer ces mesures. Les résultats contenus dans cet audit sont une cartographie ou un répertoire des différents freins au niveau national et au niveau international. Il s'agit lors de cet atelier de les examiner afin d'élaborer des politiques de négociation. L'atelier de ce jour vise à restituer les résultats de cet audit en ce qui concerne le Togo. Et peut-être l'avantage de cet audit, c'est que le gouvernement peut utiliser le rapport d'audit dans les négociations commerciales dans le cadre des services. Sur les 12 secteurs des services indexés dans la charte de la ZLECAf, 5 secteurs ont été déjà harmonisés. Il s'agit des services financiers, des services des transports, des services liés aux entreprises, la communication, puis l'hôtellerie et le tourisme. Cet atelier ouvre la voie à la négociation des autres secteurs du commerce des services dans la zone de libre-échange continentale ZLECAf. Alors que l'Afrique subsaharienne est confrontée à une crise multidimensionnelle, notamment sécuritaire, humanitaire et climatique qui ne cesse de s'aggraver, des groupes armés non étatiques continuent de perpétrer des attaques à grande échelle contre des cibles civiles et militaires. Si en 2012, cette menace terroriste ne concernait que le nord du Mali, elle a atteint le Burkina Faso et le Niger en 2015. Mais aujourd'hui, ces groupes armés étendent leur expansion du Sahel aux pays du Golfe de Guinée, notamment au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Togo. Pour répondre à ces menaces, le Togo se joint au Mali, au Burkina et au Niger, accompagné du Tchad, pour faire bloc face aux groupes armés. En effet, le Togo participe depuis le 20 mai à des exercices militaires conjoints d'envergure. Baptisé Tarhanakal, l'exercice se déroule au centre de formation des forces spéciales au Niger, près de la frontière malienne à Tilia. L'objectif de ces entraînements vise à renforcer les capacités opérationnelles, surtout des forces armées de l'Alliance des États du Sahel AES et aussi du Tchad et du Togo. L'exercice comprend des manœuvres tactiques conjointes, des simulations d'opérations spéciales et aussi des actions de coopération civilo-militaire visant à renforcer les liens entre les militaires et les populations locales. La fin des exercices est prévue sur le 3 juin 2024. Le Togo a lancé une stratégie nationale de cybersécurité. Cette stratégie s'étend sur une période de 5 ans. La dite stratégie a pour but de protéger les infrastructures du pays et de faire de ce dernier le leader régional en matière de cybersécurité. Selon l'Agence nationale de cybersécurité ANSSI, cette stratégie est le résultat d'une concentration étendue avec les principaux acteurs du secteur. D'après le directeur général de l'ANSSI, ces stratégies nationales reposent sur 4 piliers: la promotion de la culture de la cybersécurité, la promotion des systèmes d'information critiques, le renforcement du système de réponse aux incidents informatiques et enfin le renforcement des mécanismes juridiques.
Notons que le comité de la stratégie nationale pour la cybersécurité est dirigé par Victoire Toméga-Dobé, l'ex-premier ministre. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a procédé à l'évaluation des inondations qui ont suivi la pluie du 25 mai dernier. Selon les constats du ministre et de son équipe technique, le Grand Lomé a été touché par ces inondations. Cependant, les communes du Golfe 5, du Golfe 7 et d'Agogne V4 sont celles qui ont enregistré d'énormes dégâts matériels. Il a aussi relevé que ces inondations ont fait plus de peur que de mal. Aucune vie n'est à déplorer, de même qu'aucun blessé n'est à signaler. À part les zones inondables qui ont reçu plus d'eau qu'elles n'en peuvent contenir, plusieurs bassins de rétention d'eau ont largement débordé. Il s'agit de ceux de Deux-Lions, de Léo 2000, de Ségbé, du lieu dit Le Caméléon, ceux de la pharmacie Bézé et du 13 janvier. Des écoles à Agoué, Avatame, Wougome, Yokwe et 13 janvier ont été aussi inondées. Pour l'heure, le ministre a mis en branle le système de pompage d'eau pour évacuer les zones encore sous l'eau. Quant aux circulations perturbées par ces inondations, la direction des services routiers est instruite pour réguler la circulation. Une coordination avec les mairies est mise en place avec les services techniques pour la remontée des informations et la poursuite de la surveillance. Le Ghana a conclu un protocole d'accord avec ses créanciers bilatéraux, dont la Chine et la France, pour restructurer une dette de 5,4 milliards de dollars, ont déclaré vendredi deux sources gouvernementales, 1 an et demi après le défaut de paiement du pays d'Afrique de l'Ouest. Le protocole d'accord ouvre la voie à l'approbation par le conseil d'administration du Fonds monétaire international du déboursement de 360 millions de dollars dans le cadre du programme de renflouement triennal du Ghana, d'une valeur de 3 milliards de dollars qui devrait intervenir le mois prochain. L'économie ghanéenne a commencé à reprendre avec une croissance de 2,9% en 2023, dépassant les 2,3% prévus par le FMI. Le Ghana est le deuxième pays d'Afrique après la Zambie à faire défaut du paiement de la majeure partie de sa dette extérieure de 30 milliards de dollars pendant la pandémie, alors que l'exportateur d'or, de cacao et de pétrole s'efforçait de sortir de la pire crise économique qu'il ait connue depuis une génération. Un an après l'arrivée de Bola Tinubu à la présidence du Nigeria, nombreux sont ceux qui estiment que ses promesses n'ont toujours pas été tenues. La hausse des prix de l'essence a entraîné une augmentation du coût des biens et des services dans tout le pays. Pour Ajani Lola, fonctionnaire du sud-ouest du Nigeria, la situation ne semble pas s'améliorer. Notre gouvernement n'a pas rendu les citoyens heureux au cours de l'année écoulée. Les citoyens n'ont pas été satisfaits de son action. Il nous a tous plongés dans une situation préoccupante en ce qui concerne la nourriture, l'argent et d'autres aspects. C'est un gouvernement qui nous soumet à d'innombrables difficultés. Nous espérons toujours que les choses vont changer au Nigeria, mais avec la tournure que prennent les événements, et à mesure que les présidents se succèdent, j'ai l'impression que la situation ne cesse d'empirer. Le programme de Bola Tinubu donnait la priorité à la création d'emplois, à l'investissement dans l'agriculture et les infrastructures publiques et au renforcement de la sécurité nationale, mais selon l'avocat Kazim Adebowale, c'est un échec. Le rôle traditionnel du gouvernement comprend 3 fonctions importantes. La première est de garantir la sécurité des personnes, la seconde est d'assurer le bien-être de la population et la troisième consiste à préserver l'image du pays sur la scène internationale. Sur les 2 premières questions, ce gouvernement a lamentablement échoué. Les gens éprouvent une réelle souffrance à vivre dans ce pays aujourd'hui. Malgré de nombreuses réformes réalisées au cours de cette année, les efforts de Tinubu demeurent insuffisants. En plus du chômage et de l'inflation, les Nigérians doivent faire face à une situation sécuritaire dégradée, marquée par des kidnappings de masse. Après plus de 5 mois d'attente, on connaît enfin le nouveau gouvernement de la RDC.
L'équipe de la première ministre Judith Suminwa Tuluka a été dévoilée mercredi sur la chaîne nationale. L'annonce était attendue avec impatience alors que l'Est du pays reste confronté à une grave crise sécuritaire, notamment dans la province du Nord Kivu. Si le gouvernement a été publié, nous du Nord Kivu, nous n'avons pas autre chose que la fin de la guerre. Les cas de déplacés doivent être déjà vidés pour que chacun retourne dans son domicile. Nous serons satisfaits lorsque nous verrons qu'il s'agit d'un gouvernement qui ne sert pas ses propres intérêts ou ceux de sa famille. Les membres nommés doivent comprendre qu'ils sont là pour servir le peuple congolais, répondre à ses besoins et résoudre ses problèmes, ainsi que travailler pour la nation. L'annonce intervient 10 jours après ce que l'armée a qualifié de tentative de coup d'État. Outre la sécurité dans le pays, la situation socio-économique est préoccupante en raison de la dépréciation de la monnaie nationale. La société civile espère des résultats concrets. Nous pensons qu'avec ce gouvernement et ce que nous leur demandons, on ne va pas trop les juger sur leur composition ou sur leur appartenance politique, mais nous allons les juger sur les premiers pas, les premiers résultats que nous voulons voir dans 3 jours, dans 1 semaine, sur les champs de bataille. Félix Tshisekedi a placé comme priorité de son mandat la création d'emplois, la diversification de l'économie ainsi que la hausse du pouvoir d'achat. Au pouvoir depuis janvier 2019, il a été réélu dès le premier tour en décembre dernier. Les bureaux de vote ont ouvert ce mercredi en Afrique du Sud pour des élections législatives annoncées comme les plus disputées des 30 dernières années. Les électeurs de la province orientale du KwaZulu-Natal doivent traverser un terrain vallonné pour atteindre les bureaux de vote les plus proches. Tembekile Ngema, 72 ans, est venue voter car elle est directement impactée par les difficultés économiques auxquelles sont confrontés les jeunes du pays. Nos enfants ont largement dépassé la trentaine et n'ont pas d'opportunité d'emploi. Cela nous brise le cœur en tant que parents âgés car ils sont censés s'occuper de nous à cet âge-là. Je ne peux pas disposer de mon allocation gouvernementale parce que je dois l'utiliser pour subvenir aux besoins de mes enfants. Comme dans cette région semi-rurale du KwaZulu-Natal, les inégalités persistantes, la pauvreté et le chômage plombent le quotidien des Sud-Africains. L'économie la plus avancée d'Afrique connaît un taux de chômage à 32%, l'un des plus élevés au monde. En votant, je ne demande qu'un soutien pour nous, les personnes vivant dans les zones rurales. Ainsi, nous pourrons être autonomes, indépendamment de l'intervention du gouvernement. 27,6 millions d'électeurs vont devoir choisir 400 députés, lesquels éliront ensuite le prochain président, à l'issue d'un scrutin qui pourrait marquer un recul historique de l'ANC au pouvoir depuis la fin de l'apartheid. À Haïti, le Conseil présidentiel de transition a nommé mardi un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Gary Conille, médecin de 58 ans et précédemment directeur régional de l'UNICEF pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Une nomination censée calmer les tensions à Port-au-Prince, contrôlées par les gangs. Gary Conille a déjà été Premier ministre d'Haïti d'octobre 2011 à mai 2012 sous la présidence de Michel Martelly. Il remplace Michel Patrick Boisvert, qui avait été nommé Premier ministre par intérim après la démission par lettre d'Ariel Henry fin avril. Cette nomination très attendue intervient alors que les bandes armées continuent de terroriser la capitale Port-au-Prince, désormais soumise au pillage et des crimes de tout genre. Les Nations Unies parlent d'au moins 310 000 déplacés, dont 170 000 enfants, à cause de la violence imposée par les gangs. Des Malgaches levés aux aurores pour aller voter. Pour beaucoup, ces législatives sont plus importantes que la présidentielle, car ils jugent les députés plus proches du peuple. Aujourd'hui, près de 12 millions d'électeurs sont appelés à élire 163 députés pour renouveler l'Assemblée nationale.
Le parti au pouvoir, Tanora Malagasy Vorona, souhaite conserver sa majorité au Parlement, tandis que l'opposition désunie espère un changement. De son côté, le président Andry Rajoelina souhaite obtenir une Assemblée nationale acquise à sa cause, comme l'est déjà le Sénat, et avoir les pleins pouvoirs pour diriger le pays.